Léa d'Espagne. Bonsoir Mab. Bonsoir Léa. Bonsoir, bonsoir, ça y est, la technique est presque prête. Hop, et voilà. Je suis prêt. Je te laisse la main. Merci. Ok, j'ai toujours ce code d'erreur. Ok. Mais bonjour à toutes. Comme vous l'a dit Mute, vous pouvez poser vos questions sur le chat ou éventuellement lever la main pour me dire, m'arrêter pour que je réponde un peu plus dans le sujet de la conversation à une question. Alors on a vu la précédente vision, on a vu la thématique de l'observation, en fait la première étape qui nous permettait d'être babythérapeute. Alors pour celles et peut-être ceux qui n'étaient pas présents, je rappelle que le principe de la babythérapie, c'est de s'occuper de ces enfants dans une tranche d'âge de 0 à 7 ans et de traiter les petits bobos du quotidien, c'est-à-dire les petits dérèglements, les troubles de la santé du quotidien. Donc des pathologies qui arrivent dans l'instant ou qui sont là installées depuis peu de temps, mais ce qui peut être installé depuis après la naissance. Toutes les pathologies qui sont liées avant la naissance, tout ce qui est dans la constitution, ça ne fait pas partie de notre sujet. Donc là, on est plus sur des traitements pour des professionnels. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est justement de se donner les moyens, en tant que parents, d'être les plus performants vis-à-vis de son enfant et de savoir qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité, comme ouverture d'esprit. Voilà. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la première caractéristique, c'est observer. Observer son enfant, apprenez à le regarder, avoir une compréhension de son bon fonctionnement pour... Ça y est, il se met en route. Pour comprendre en fait quelle est sa norme et qu'est-ce qui fait que quelque chose le dérègle, quelque chose le perturbe et il modifie son mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que l'observation est importante. Et un jour va arriver un signe qui va vous interpeller. Quelque chose qui dit « Ah, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. C'est pas dans la normalité. » Et ce signe-là, il va falloir l'analyser. Et c'est la thématique de cette soirée. On va apprendre à analyser. Qu'est-ce qu'on va analyser? C'est justement la petite réflexion, l'observation qui nous dérange, qui nous éveille. Et ça va être des choses qui peuvent être apparemment insignifiantes. Par exemple, on va regarder des attitudes de style, de comportement. Tiens, il est un peu plus excité, ou il est moins excité. Il n'arrive pas à se calmer et pour aller dormir, ou il n'arrive pas à se réveiller, ou dans la nuit, il y a un moment d'éveil. En fait, quand son comportement change, ça va montrer qu'il y a quelque chose qui diverge, qui dysfonctionne. Donc voilà, on observait ça. Mais on peut aussi observer ses attitudes. On le voit, les enfants, leur envie, c'est de se mettre debout. Alors, ils vont se mettre debout, et puis au bout d'une semaine où ils ont fait des tentatives à se mettre debout, après ils retombent sur les fesses et puis ils ne bougent plus. Voilà, on a observé qu'il y a eu un mode de comportement où il s'est redressé et il commence à avoir mal aux muscles, il n'est pas bien, et du coup il ne va plus utiliser ses muscles, il va attendre que ça se calme. Il a des courbatures. Bon, bien sûr, il ne va pas vous le dire, mais c'est à nous de l'analyser. Donc on comprend qu'il ne peut pas être en permanence dans l'optimisation de ses fonctions. Dans un certain temps, il faut qu'il se pose et qu'il calme ça. On peut observer, dans les observations, on va observer dans ces signes qui vont nous gêner, c'est des odeurs qui sont un petit peu plus fortes. Tiens, c'est amusant,
les selles sont plus fortes qu'avant, ou sont moins fortes, ou les urines, ou la laine, ou l'odeur de la transpiration. Mais ce petit signe qui nous interpelle, il faudra l'analyser également. Dans les odeurs, ça comprend aussi les éliminations. Mais l'élimination n'est pas que l'odeur, elle est aussi dans la qualité. Est-ce que c'est une qualité épaisse? Est-ce que c'est des selles avec des glaires? Est-ce que ce sont des selles qui sont plus jaunes, plus marron, un peu grises, un peu rouges, un peu blanches? Donc en fonction de ça, on se dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. On a juste à noter en fait qu'il y a un signe de dysfonctionnement. Il y a un signe de quelque chose qui nous interpelle et dit, ça se dérègle. Et puis, dans les derniers signes dont nous avons parlé, puisqu'en fait, on reprend ce qu'on a vu la dernière fois dans l'observation, c'est l'audition. On va écouter l'enfant. Et si dans sa respiration, on entend un râle, on sent qu'il y a une espèce de bruit, de petites bulles, ça gazouille à l'intérieur, ou qu'il y a une sécheresse, ou que le timbre de la voix est un peu métallique, ou il est un peu rauque, ou il est plus court, ou il est plus long, en fonction, ça va aussi nous indiquer des choses. Donc on écoute, on prend note, et voilà. En fait, tous ces dysfonctionnements, tous ces petits signes qui sont un peu marginaux par rapport au fonctionnement normal, ça va montrer que les règles de la nature ne sont plus respectées, que ce qui devrait se faire naturellement n'est plus respecté. Alors on parle des lois de la nature. Les lois de la nature, si on prend les plus simples, le jour et la nuit. Donc le jour, on est actif, la nuit, on est endormi, on est passif. Donc si on est énervé la nuit et que le jour, on est amorphe, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne respecte pas les lois de la nature. Dans ces règles, où on va avoir des oppositions, les selles qui vont être plus molles, plus dures, plus odorantes, moins odorantes, de l'agitation, du calme, de la couleur rouge, de la couleur bleue, plus terne, plus rouge, plus blanc, tous ces signes qui sont un petit peu en opposition vont nous donner une compréhension de l'équilibre ou des équilibres qui s'installent. Ça, c'est la première règle, c'est l'opposition. La deuxième règle, c'est une règle primordiale pour l'enfant, c'est celle de la digestion, c'est celle de la transformation. Ça veut dire qu'on prend quelque chose, on le transforme et on l'élimine. Et en fait, il y a 3 étapes. Et comprendre comment l'enfant récupère, transforme et élimine. C'est le rapport de la transformation, mais de la relation également, de l'apprentissage. Dire l'apprentissage de la connaissance. J'écoute, j'apprends, je retiens et je réalise. La reconnaissance. On voit des enfants qui malheureusement sont nés avec un déficit auditif et on voit que dès qu'on les stimule par bruit, il n'y a pas la réaction qu'on voudrait. On sent que le son n'est pas assimilé et donc pas interprété. Donc voilà, on s'éveille à ça. Après, on a également des stimuli au niveau musculaire. C'est-à-dire que l'enfant va essayer de réaliser des choses, il va essayer d'attraper sa main, il a un objectif, c'est de prendre sa main, il la voit et l'amener à la bouche. Et si on sent qu'il a des difficultés là, il y a une interprétation du geste qui n'est pas finalisée. Petite observation. Mais le principal là-dedans, c'est que ce sera toujours géré par la digestion. La digestion, c'est les fondements de l'organisme. Je vous rappelle qu'en fait, l'enfant, son objectif, c'est de croître. Il a besoin d'augmenter son volume. Donc il a besoin de prendre de la matière. Il a besoin d'accumuler de la matière au maximum. Et je vais arrêter un micro. Ok.
Donc, je disais que la transformation est nécessaire parce que l'enfant, il a besoin de récupérer de la matière, de la transformer et de croître. Donc, il va avoir comme objectif toujours de faire de la matière, toujours de faire de la matière. Donc, la nourriture est fondamentale. Et dès qu'il va y avoir un blocage dans cette transformation, il va commencer à pas être bien. Et le souci de ne pas être bien, c'est que un petit peu, c'est comme s'il arrêtait, il ne prenait plus le train en marche. Et le train continue, c'est-à-dire que son devenir de croissance, l'ordre qu'il a de croître et de grandir, continue. Et donc il y a une espèce d'emballement du système qui va tourner à vide, sans matière. Et c'est pour ça que les pathologies d'enfants vont très vite. C'est pour ça que les pathologies d'enfants, elles flambent très vite. Il y a des fièvres qui sont très rapides. Parce que ce programme derrière, il est toujours en train de pousser, d'activer. Et si la matière s'arrête, lui, il va continuer à fond. Et l'avantage pour nous, c'est que quand on traite notre enfant, ça va réagir très vite. Il suffit de débloquer la matière pour que le système croisse et se redéveloppe. Donc l'importance de la digestion, justement, est liée à cette matière dont il a besoin pour grandir et se fabriquer. Dans les systèmes qui gèrent notre fonctionnement, il y a un système intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez une phase dans la journée où vous êtes hyper dynamique, en règle générale, on va dire c'est de 10h à 14h ou 15h, au zénith de la journée, là on a un grand dynamisme. Et ce dynamisme chez l'enfant, il ne faut pas qu'il s'emballe. Donc c'est pour ça qu'on lui fait faire des siestes. Il ne faut pas qu'il soit dans un débordement. Il a déjà assez de son programme hyperactif qui le pousse tout le temps. Si on peut le calmer, le minorer un petit peu, donc il a besoin de faire un peu de sieste. Donc ça, c'est le zénith. Et de ce zénith, il doit aller tout doucement rentrer dans le sommeil. Donc il va y avoir un retour au calme, il y a quelque chose qui fait que ça va se calmer et puis pouvoir rentrer progressivement dans la nuit. Problème dans notre société, c'est que quand nous on récupère les enfants le soir et puis on rentre à la maison, on a envie d'en profiter un petit peu, donc on est un petit peu actif avec eux, on les stimule et il y a un peu plus d'animation dans la maison et ça ne les arrange pas. Donc il va falloir se trouver des temps de pause pour pouvoir faire décroître progressivement la tension, la nervosité et l'agitation de son enfant. Ça peut se faire par un petit massage, ça peut se faire par raconter une histoire, ça peut se faire en écoutant une musique, ça peut se faire par... Voilà. Mais c'est un retour au calme. Il faut qu'il y ait vraiment ce temps de retour au calme qui se mette en place. Et puis après la nuit, on est au fin fond, on est dans la transformation, et la nuit, il y a ce côté de retour au calme, où l'enfant va se fabriquer, va créer de la matière, va créer du sang, va nourrir son système nerveux et va lui permettre de se développer. Et le matin, le réveil, il se réveille et ce sont les stimuli qu'on va faire. Stimuli parce qu'on va réactiver son corps en lui faisant la toilette, en nettoyant, en l'habillant, en le frictionnant, le réveillant. On ouvre en fait cette circulation au monde extérieur pour qu'il soit plus dynamique. Et donc on a 4 phases de transformation à faire respecter. Ces phases qui vont correspondre un petit peu à la notion de saison, les saisons qui sont dans l'excès comme l'été, et puis un retour au calme comme l'automne, puis on plonge en hiver et on redémarre au printemps. Et c'est exactement la même chose, ça fait partie des lois de la nature. Donc déjà, dès qu'on va trouver un signe qui nous interpelle, il va avoir une référence à ces lois qui ne sont pas respectées, ou qui sont un petit peu entravées. Alors, quand on a ce signe, on va le classifier, et pour le classifier, on va dire que c'est un symptôme. Il y a quelque chose qui ne va pas, et on donne le terme de symptôme. Et ce symptôme, soit il fait partie des symptômes qui sont connus, d'accord, comme la fièvre, comme une rougeur, comme un bouton, c'est un symptôme. Ce n'est pas une maladie, ce n'est qu'un signe. Donc on en connaît. Et puis il y a d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas nommés, parce que c'est les joues qui sont rouges, c'est un symptôme, mais c'est pas classifié comme un symptôme comme la fièvre. Okay.
C'est difficile pour un enfant de déterminer les symptômes, et c'est là que notre acuité à l'observation doit être développée. Je dis souvent que quand je reçois un bébé au cabinet, je deviens son avocat. Je suis l'interprète de ce qu'il ressent par rapport aux parents. Parce que il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. C'est comme un petit animal qui n'a pas les moyens de communiquer avec le monde extérieur. Alors, le fait de bien écouter, de bien observer, de comprendre ce qu'il vit, ce qu'il fait, comment il réagit, bah, ça nous permet d'interpréter ces signes. Parce qu'il ne vous dira jamais qu'il a mal à la gorge, il ne vous dira jamais qu'il a des maux de l'estomac, il ne vous dira jamais qu'il a des spasmes dans le ventre. Il va manifester quelque chose. Quand on le voit réagir, on s'affole parce qu'on ne sait pas trop. Mais si on comprend, si on vit, si on observe un petit peu ce sens, et si on essaie de comprendre en soi qu'est-ce que ça pourrait correspondre dans mes signes à moi, mes symptômes à moi, eh ben je peux interpréter ça et dire, ben ça c'est un signe de mal de gorge, ça c'est un signe de brûlure d'estomac, ça c'est un signe de spasme dans le ventre, ça c'est un signe d'un problème urinaire, ça c'est un problème... Voilà, on va analyser ça. Donc il y a des symptômes qui seront à deviner, à interpréter, et puis d'autres qui seront visibles. Bon, on va voir des choses visibles comme une chaleur, une rougeur, et puis d'autres qui sont objectivées, parce qu'on pourra prendre la fièvre, et qui seront objectivées parce qu'il y a un bouton, parce qu'on a donc une prise de température, un bouton, une éruption, une irritation, une langue qui aura changé d'aspect, on le verra, elle sera objectivée. Donc voilà, ça fait partie de cette capacité à objectiver ces signes. Maintenant, le symptôme, comme vous l'avez défini, c'est pas simple de comprendre ce que c'est. Parce que si vous me dites, voilà, mon enfant a de la fièvre, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme si vous me posiez la question, si que je vous posais la question, j'ai besoin d'une éponge. Ou j'ai besoin, pour les personnes qui font de la couture ou qui font le travail des cheveux, d'une paire de ciseaux. Qu'est-ce que vous allez me dire? Pourquoi faire? Vous allez poser la question, à quoi ça va servir? C'est pour essuyer la table, la vaisselle, les toilettes, la douche? Voilà. Vous allez me poser une deuxième question. Mais moi, ça va être la même chose. Vous me dites j'ai de la fièvre, d'accord, ok, c'est une base, mais ça ne me sert à rien. Il va falloir avoir des informations complémentaires pour déterminer est-ce que c'est une vraie fièvre, une fausse fièvre, une fièvre de chaleur, une fièvre de froid. Il y a différentes fièvres. Ce n'est pas qu'un seul symptôme. Il y a des fièvres où vous avez de la chaleur que dans la partie haute du corps, et la partie basse, elle est froide. Vous avez des fièvres où tout le corps est chaud. Vous avez des fièvres où l'enfant est agité. Vous avez des fièvres où l'enfant est exténué. Vous avez des fièvres, vous appuyez dessus, c'est brûlant. D'autres fièvres, vous appuyez dessus, sur le front, et la douleur, la chaleur, elle disparaît. Donc tout ça, ce sont des signes. Donc il va falloir d'autres signes pour comprendre. S'il y a des hommes, si je dis, je vous donne cette image-là pour que vous compreniez vraiment la nécessité d'être précis dans ce qu'on dit quand on parle de nos enfants dans les signes et les symptômes. Qu'est-ce que tu as comme voiture? Ah, j'ai une Toyota. Ah, ok, cool. Ouais, mais là, j'ai rien dit, quoi. J'ai une voiture, ok, c'est une japonaise, mais je ne sais pas si c'est une Yaris, une toute petite, ou c'est un 4x4, ou c'est un utilitaire. Donc, ça ne veut rien dire. En fait, on donne un symptôme, et vous vous rendez bien compte que ça ne veut rien dire. Par contre, si on commence à rentrer dans ce petit détail en disant, oui, mais c'est une citadine, ah, je réduis mon champ de compréhension et je sais à peu près où je vais. Et si je précise, bah, c'est qu'une 4 places, ah, ça diminue encore, et ainsi de suite. Ok. Et au fur et à mesure, on va avoir justement cette nécessité à expliquer. Alors comment définir un symptôme? Dans l'idée imagée, c'est une personne vous demande où est l'arrêt d'autobus. Alors vous avez compris, le symptôme, arrêt d'autobus. Bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez montrer une direction. Vous allez dire, ah bah c'est là-bas. Ok. Donc on a un sens, on va dire, tiens, la température est la partie haute du corps, par exemple.
hein, ou le bouton il est sur l'intérieur du bras, ou sur la poitrine, ou sur le dos. Ok, voilà. On a un sens. Et puis, à la personne, vous allez dire, ok, il peut marcher pendant des kilomètres, mais vous allez lui donner un arrêt, vous allez lui dire, oui, il faut qu'il s'arrête. Dire, mais vous voyez, c'est juste à côté, ou devant la boulangerie, ou à côté du panneau, ou à côté, vous voyez, où il y a les personnes qui attendent. Oh, ok. Donc, vous lui avez donné un troisième point. Donc déjà, pour définir vraiment une situation, un point, il nous faut au moins 3 informations. À ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle une triangulation, et on sait où c'est. Mais si vous en connaissez un petit peu plus, vous lui direz, mais il n'arrivera pas avant 10 minutes, un quart d'heure. Et là, vous donnez une 4e information. Par exemple, la fièvre, elle n'arrive que le soir, jamais dans la journée. Ah, ok, 4e information. C'est-à-dire, dans le temps, comment les choses s'organisent. Pourquoi les éruptions arrivent quand le petit va au vent, au soleil, ou quand c'est le soir, ou c'est la nuit. Voilà. Il y a des éruptions où les gens ont des démangeaisons terribles et des rougeurs la nuit, les enfants ont la rougeur la nuit, et le matin, ça disparaît. Et quand vous arrivez voir le médecin, mais j'en vois rien. Oui, c'est que la nuit. Et des patients qui font des photos de ce qu'ils ont la nuit, c'est impressionnant. Mais c'est des réactions nocturnes et pas des réactions diurnes. Donc, il y a cette notion de temporalité qui sera intéressante aussi à noter, à prendre en considération. Donc là, on est déjà à 4 informations. C'est-à-dire qu'on sait où ça se passe et on sait quand ça se passe. Mais ça aussi, quand ça se passe, ça nous détermine une évolution. Ça fait 3 jours qu'il y a de la fièvre. Ça vient juste de commencer. Ça n'a pas du tout la même incidence. Un enfant qui a 3 jours de fièvre, c'est-à-dire qu'il chauffe depuis 3 jours, il va commencer à manquer des liquides si on ne l'hydrate pas suffisamment, d'accord, ou si on n'a pas entrepris quelque chose, ou si on a entrepris un traitement et qu'il a toujours de la fièvre, c'est qu'on est à côté de la plaque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne lui a pas donné les moyens de réagir contre. Donc, de comprendre aussi l'évolution, ça va aider à mieux saisir le devenir de la pathologie ou du symptôme. Là, vous commencez déjà un petit peu à voir la difficulté du symptôme. Mais bon, un symptôme comme ça isolé, savoir une chaleur qui s'installe ou une fièvre qui s'est installée, très bien. Mais c'est pas très précis, ça ne veut pas dire grand-chose. En règle générale, il en faut d'autres, il faut d'autres choses. Donc on va s'intéresser à d'autres signes qui vont nous informer, nous faire prendre conscience comment ça va. Alors, on va avoir des réflexes. On va avoir des réflexes palpatoires. Si on n'a pas trouvé quelque chose qui venait comme ça au regard immédiatement, on va comparer entre le haut et le bas, la droite et la gauche, dans les mouvements, comment ça fonctionne, dans la densité entre la droite et la gauche, le haut et le bas. Et là, on va chercher des choses à comparer. Et en fonction, soit on trouve des symptômes qui sont de même nature, donc on a quelque chose qui est généralisé, soit on a des symptômes qui sont de différentes natures, voire d'opposition. Donc à ce moment-là, on dit, bah, d'un côté c'est hyperactif et l'autre c'est hypoactif. D'un côté c'est rempli, d'un côté ça s'est vidé. Ah, ok. Donc là, je vais voir et interpréter une organisation ou un dysfonctionnement. Savoir qu'est-ce qui exagère et qu'est-ce qui n'exagère pas dans son travail. Donc on aura des informations dites complémentaires. Dans les signes, par exemple, de la chaleur, hein, on parlait de la fièvre, parce que c'est ce qui fait toujours un petit peu intervenir, dire « Ouh là, monte, viens ici, je touche ton front. Ah oui, t'es chaud. Bon, ok. » Quand on a ces symptômes de chaleur, il faut comparer. Est-ce que c'est une chaleur globale ou est-ce que dans les cuisses, c'est froid ou c'est chaud, ou est-ce que c'est que le front et pas les joues, parce que c'est encore différent. Et en fonction, on va voir. Sachez que on pense souvent que la fièvre elle est liée à un coup de froid, et que les enfants au printemps ils prennent des coups de froid, et je peux vous assurer que les petites fièvres du février-mars
quand les enfants sont dans les cours de récréation, ce ne sont pas des coups de froid, ce sont souvent des coups de chaud. Et si vous vous souvenez un petit peu pour les parents qui ont déjà vécu ça, on donne des traitements et les traitements ne marchent pas. Et le traitement ne marche pas une fois et on redonne un autre traitement derrière parce qu'il ne marche pas deux fois. Et puis des fois, c'est trois fois. Et en fait, parce que l'enfant, il n'est pas à traiter comme un coup de froid, mais comme un coup de chaleur. Et si on faisait l'analyse de cette chaleur, on verrait que l'organisation de la chaleur de l'enfant, elle n'est pas du tout la même. La chaleur de l'enfant du printemps, à 80% des cas, c'est une chaleur qui est que dans la partie haute du corps, et la partie basse, elle est fraîche. Donc c'est une accumulation des premiers rayons de soleil qui arrivent. Quand ils sont dans la cour de récréation et ils se découvrent et ils courent partout, ils s'agitent, ils accumulent de la chaleur et ils saturent. Et du coup, cette chaleur, elle va brûler les liquides, elle va épaissir les liquides, et les liquides vont s'arrêter. Et du coup, ça va créer des glaires, et ces glaires, à la longue, ils vont commencer à se transformer, à bloquer le système et à s'affecter. Donc on a un temps d'évolution qui montre qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui se transforme et qui fait qu'on va tomber dans une infection. Mais on a le temps. Entre le premier jour, on a la chaleur, et le troisième jour, on commence à avoir des sécrétions, et puis le cinquième jour, on commence à avoir de la morve jaune qui sort, et puis le dixième jour, de la morve verte. Bon, on a le temps de réagir dans tout ce temps-là. Donc si on réagit dans le bon sens, on va aider. Et si on réagit dans le sens, on pense que c'est du froid et on a oublié que c'était de la chaleur, et bon, on va chercher à réchauffer un enfant qui est déjà en surchauffe. Et ça ne va pas l'arranger du tout. Donc ça fait partie des choses qu'il faut analyser. On a à intervenir à ce moment-là chez les enfants et à les protéger justement de tout trouble. Pour la petite histoire, dans la médecine chinoise, un des premiers livres qui parle de symptomatologie, de maladies, de signes de maladies, c'est un livre qui a été écrit dans les années 170 après Jésus-Christ. Ce livre, il s'appelle le traité des grands froids. En fait, il explique les 113 façons de prendre froid. Alors, nous, on a l'impression qu'il y a 2 façons ou 3 façons. Eux, ils avaient décrit 113 façons. À savoir que ce livre fait toujours partie des classiques dans lesquels ils travaillent, et les médecins sont spécialisés de ce livre encore aujourd'hui à l'hôpital. Et dans les 113 façons, les 80 premières façons, c'est le coup de froid classique. C'est-à-dire, je commence à prendre froid, mal à la gorge, ça me bloque les poumons et je commence à avoir des sécrétions qui se bloquent, je suis enrhumé, je fais une sinusite, une bronchite, voilà. C'est le premier froid, ça fait partie des 80 premiers cas. Et dans les 80 premiers cas, vous avez plus de la moitié, ce sont des erreurs médicales. En fait, c'est un traitement qui est donné ou trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire, on n'a pas été à l'écoute et on ne sait pas. Et c'est difficile, je reconnais, c'est difficile de traiter quelqu'un parce que quand il vient au cabinet, il arrive à un temps, on a entendu les symptômes, on essaie de voir. C'est compliqué, on n'est pas toujours au bon moment quand il faut. Alors, donc on peut faire des petites erreurs. Par exemple, une erreur qui peut se faire et qui a été faite, c'est quand un enfant a de la fièvre, on a tendance à vouloir donner du Doliprane pour essayer de faire chuter la fièvre. C'est très bien, parce que c'est un super médicament, ça aide. Sauf qu'il passe par une fonction dite de mobilisation des liquides pour dégager ce qui bloque vers l'extérieur en faisant transpirer. Vous savez que, tiens, si tu transpires bien, tu vas voir, ça va se passer. En fait, les traitements des anciens, c'était ça. C'est-à-dire, on donne un grog, un vin chaud, un chocolat chaud, une soupe chaude, et ça permettait de réchauffer l'intérieur de la personne qui avait froid, et on permettait de dégager. Mais là, on donne un liquide à boire, pour que la personne dégage le liquide. D'accord? Et que ça mette en mouvement, ça. Mais si on prend un Doliprane, et que le terrain est sec, on va dégager quoi comme liquide? Plus grand-chose, quoi. Alors au début, un petit peu, mais après, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est partie des petites erreurs médicales qu'on peut faire. On se précipite sur un traitement
qui n'est pas forcément judicieux, sauf si je préviens le fait de dire oui, j'utilise ce traitement, mais il faut que j'hydrate beaucoup, d'accord, suffisamment pour que ça puisse fonctionner et qu'il ait des réserves et des ressources derrière pour pouvoir transpirer et dégager. Dans ces cas-là, pas de problème, là ça fonctionne. Pierre, Oui, je te coupe un instant, il y a une question dans le chat de Vanessa qui demande comment se traite un coup de chaud contrairement à un coup de froid. comment se traite un coup de chaud, comment pas un coup de froid? Ok, alors, le coup de chaud va brûler la chaleur, elle va brûler les liquides, d'accord? Donc elle va provoquer une immobilité de ces liquides, de la matière, en fait des liquides, et du coup le programme dont je vous parlais tout à l'heure, il va s'emballer, ça va faire de la chaleur. Ça c'est il faut restaurer des liquides. Ou alors il faut détourner la chaleur. Détourner la chaleur, c'est utiliser des techniques qui vont détourner cette chaleur. Le grand truc classique que l'on connaît, c'est que la chaleur, la fièvre de chaleur, elle est dans la partie haute du corps. Elle ne va pas descendre, elle va rester bloquée en haut. Mais il faut faire descendre cette chaleur vers le bas. Donc le bain froid au niveau des fesses et tout ça, la température, alors on commence à température 25 degrés, et puis tout doucement on fait chuter à 20 degrés, puis 18 degrés, et puis voilà, on me laisse un peu dans du frais, ou alors on met un pack de glace sous la couverture pour rafraîchir un petit peu la partie basse du corps, pour faire descendre, pour que l'ordre d'agitation dans le haut descende vers le bas. Ça, c'est un moyen. Mais il ne faudra pas oublier de réhydrater, parce que je n'ai toujours pas de liquide. Je descends l'ordre d'excitation, mais je n'ai pas de liquide. Quand c'est un coup de froid, c'est différent. En fait, le froid, c'est un ordre extérieur qui vient saisir et bloquer le système. En fait, il y a une contrainte. Ça saisit. Donc là, il va falloir propulser, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le grog, le vin chaud, la soupe chaude, une boisson chaude, propulser des liquides de l'intérieur vers l'extérieur. Il va falloir provoquer une dynamisation vers l'extérieur. Donc on peut utiliser un médicament, mais on peut utiliser des saveurs, hein. Il y a des plantes, des ingrédients qui permettent de faire ça, de faire dégager, en fait transpirer vers l'extérieur. Mais ce que faisaient les anciens avec un chocolat chaud, avec de la cannelle, ah ouais, c'était très bien, ça pouvait aider à dégager. Alors faites attention parce que quand je dis chocolat chaud, la notion de laitage est quelque chose qui était un peu lourde à digérer pour les enfants et c'était pas judicieux de donner du lait entier ou même de lait écrémé, ou même que ce soit du lait écrémé complètement, pour que ce soit plus fluide, parce que sinon ça s'épaissit et ça risque de bloquer un petit peu, et si l'enfant est déjà un petit peu perturbé au niveau digestif, ça ne va pas l'arranger. Mais si vous lui donnez quelque chose, un liquide, que ce soit un lait végétal, pour pouvoir dégager vers l'extérieur, bah oui, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Mais voilà. Mais reprenez dans ce que vous avez vécu, vous, dans les coups de froid, vous avez des périodes où vous avez besoin de vous réchauffer, vous avez besoin de boire du chaud parce que vous n'êtes pas bien, tout ça. Et si vous regardez dans l'évolution, 3-4 jours après, il vous arrive de ne plus avoir envie de boire du chaud, mais boire du glacé, du frais. Et c'est pas logique. Et vous gardez un manteau sur vous, et puis, du moins, vous supportez, oui, vous supportez un manteau sur vous pour vous protéger du froid, et vous buvez du frais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui se chauffe à l'intérieur du corps, et quelque chose qui est figé à l'extérieur. Et donc là, il y a une relation qui ne se fait plus. Donc là, il va falloir comprendre un peu comment on va réorganiser ça. Mais c'est juste de voir les évolutions, la compréhension de ces transformations de liquide dans le corps. Et après, c'est des petites choses simples qui vont nous aider. Est-ce que j'ai répondu à Vanessa? Sinon, il y a une autre question aussi, c'est comment s'appelle le livre dont tu as parlé sur la médecine chinoise par rapport au froid? C'est c'est le traité des grands froids en Chine, Shang Han Lun. Mais bon, c'est un traité technique, hein. Et si on ne fait pas de chinois, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. N'achetez pas ce livre-là, hein. Je vous le déconseille fortement, hein. Même des professionnels d'acupuncture, ils en ont entendu parler, mais ils ne travaillent pas. En plus, dans
Dans chaque cas, il explique non pas des points amassés, mais il donne des traitements de plantes. Et les plantes qu'il utilise, ce sont des plantes chinoises, et les plantes chinoises nommées de l'époque. Ce qui fait que les plantes d'aujourd'hui n'ont pas forcément le même nom. Donc si vous n'avez pas la connaissance historique du nom de la plante de l'époque, vous risquez de vous tromper sur la plante chinoise de maintenant. Donc voilà, il faut être professionnel pour pouvoir utiliser ce genre de livre. Mais bon, voilà, ce livre existe. Et on y fait référence encore régulièrement. Voilà, on a différentes façons, différentes approches. Et pour cela, il va falloir qu'on analyse ces différentes organisations ou désorganisations dans le corps. Ça va se faire par justement des signes de chaleur, des signes de froid. Alors, quand on dit chaleur, il ne faut pas penser chaleur que thermique, il faut penser chaleur, agitation, excitation, énervement. Vous voyez, avec quelqu'un qui est énervé, il devient rouge, il n'a pas forcément chaud, quoi. C'est l'agitation qui fait ça, qui provoque cette rougeur, ce sang qui va s'exacerber vers la surface du corps. Donc, on regarde si ça circule beaucoup, si ça circule moins, est-ce que ça se diffuse bien ou ça ne diffuse pas. Et avec toutes ces informations, qu'elles soient locales ou distantes, vous allez commencer à organiser votre plan de travail. Dans les oppositions, on a parlé chaud-froid, mais on peut parler aussi humidité et sécheresse. La peau qui est sèche d'un côté et qui est humide de l'autre côté, ou l'enfant qui tout d'un coup se retrouve avec une peau qui s'assèche, et puis un tissu qui devient vide, où on sent qu'il n'est pas structuré, il perd un petit peu son rebond, ce côté un peu dense. Donc ça fait partie aussi des choses à voir et à gérer. Quand on a 2 symptômes, il arrive des fois qu'on ait 3 ou 4 symptômes. Et là, on va rentrer dans ce qui est défini par une collection de symptômes qui vont donner des syndromes. Et dans les syndromes, on va avoir ce qu'on appelle donc les maladies comme la rougeole, la rubéole, la scarlatine. Donc on rentre dans des pathologies qui sont déjà nommées par des termes classiques qu'on connaît, où vous avez les syndromes qui sont nommés comme maladies de Guillain-Barré, qui ont des noms, ou du Dupuytren, ou qui ont des noms de médecins qui ont décrit cette pathologie avec la liste des symptômes qu'on allait retrouver systématiquement dedans. Donc, un symptôme, c'est un signe, un syndrome, c'est une collection de signes qui vont nous faire rentrer dans un collège de pathologies. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que quand on a un enfant qui a un syndrome, donc une maladie, qu'on a vu le médecin, et il a défini, tiens, mais là il est en train de faire une rougeole, il est en train de faire une rubéole, ok, on comprend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les symptômes. On ne va pas traiter la maladie. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail du médecin. Mais par contre, on va aider l'enfant en traitant les symptômes. C'est-à-dire s'assurer qu'il puisse gérer sa température, sa fièvre, qu'il puisse bien dormir, qu'il puisse bien ingérer. Et on va adapter une hygiène de vie, une hygiène de massage, une hygiène de technique ou alimentaire, pour que ça aille bien et que ça aille dans le bon sens. Et progressivement, les choses vont aider l'enfant à sortir de là. Et on ne restera pas passif par rapport à ça. Donc, les symptômes sont à traiter et vont aider justement les traitements. Et puis, vous savez, on a dans cette médication moderne beaucoup d'inconvénients aussi par rapport à la prise de médicaments. On a des effets secondaires. Et ces effets secondaires, des fois, on ne peut pas y échapper et il faut y remédier. Des fois, c'est plus intéressant, on va traiter aussi ça. On va éviter que l'effet secondaire soit trop important, soit trop dominant et nuise à l'enfant. D'accord ? Et en fonction de ça, pareil, on va aider en fonction pour aider la personne. Dans les grandes pathologies classiques, c'est que si on prend de la chimio, ce sont des traitements qui vont tuer les cellules. C'est pas fait pour vivre à la chimio, c'est quelque chose qui est destructeur. Donc les autres cellules qui sont en bonne santé, elles ont tendance un peu à souffrir, alors on va traiter les autres cellules pour qu'elles aillent bien et on fait la part des choses
entre les cellules qui doivent prendre la chimio et celles qui doivent ne pas prendre la chimio. Donc ça fait un peu cette partie de ce travail qu'on a à faire d'accompagnement. On doit travailler les symptômes et éviter les minimiser. Quand ce sont des médicaments qui constipent, il va falloir traiter ou aider la constipation. Et les enfants ou les médicaments qui créent du reflux ou qui font des assèchements, il va falloir traiter en fonction. Et, et on aura plein de choses à faire pour ça. Et des choses faciles, pas compliquées. Des questions, Newton? Non, il n'en a pas. Il n'y a pas de questions. Oh. Donc vous voyez l'importance d'avoir une base dans l'observation du cas simple et sain et de vous comprendre dès que ça commence à se dérégler et pouvoir agir et éviter qu'on rentre dans une accumulation de symptômes, qu'on n'en ait qu'un seul. Parce que souvent, en fait, c'est qu'on a un signe primaire et si on laisse faire, bah, ça s'aggrave. On l'a tous vécu. Il nous est arrivé d'avoir un frisson, bon, on a fait un frisson, et puis on a laissé tomber. Et puis le lendemain, on a un peu mal à la gorge. Bon, ok, on prend un truc et puis on ne fait pas trop attention. Et le surlendemain, ça y est, les bronches sont prises, on n'est pas bien et on s'enfonce dans la pathologie. Et là, ça devient plus important. Cette négligence chez l'enfant, elle n'est pas bonne dans le sens où l'enfant, il va être vite entravé, quoi. Sa matière va vite être bloquée et il ne pourra plus croître. Et c'est pour ça qu'il va flamber vite fait. Donc, à nous d'observer, de dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, la façon de manger, d'éliminer, de dormir, de se coucher, de se tenir, et on peut réagir très rapidement en fonction. Après, c'est pas simple, hein, c'est pas simple parce que il y a des fois du passé et qui font que bon, on a des arriérés, mais il faut aider, il faut reprendre, on revient un peu en arrière, et puis on avance. L'avantage que nous avons en tant que parents, c'est qu'on est toujours avec nos enfants. On n'a pas besoin d'aller consulter, quoi. On est toujours là et on va toujours pouvoir agir en permanence. Et du coup, non seulement on va agir en permanence, mais en plus, à bon escient, de dire à la bonne heure presque, et à bon escient, parce qu'on est là. Donc on peut le faire. Et quitte à le faire par des petites stimulations et de façon répétée pour voir comment ça se transforme. Et dès que ça se transforme, dire bah, ça y est, je vais changer, je vais passer à la phase suivante et au fur et à mesure, on progresse, on avance. Pas de questions? Toujours pas. C'est trop fort. Personne ne veut lever la main pour voir si ça marche. Bon, on a. Est-ce que je peux solliciter Delphine? Oui, c'est bon. C'est bon, on t'entend? Tout le monde entend? Alors, Delphine, est-ce que tu peux refaire un petit résumé de la situation de ta fille Voilà, alors c'est la petite que vous avez vue peut-être sur le, dans le groupe. Alors je remercie énormément Delphine et puis son époux d'avoir accepté de filmer la séance. Bon, je tenais pas la caméra, c'est papa qui tenait la caméra. Mais vraiment, pour nous, c'est une richesse de voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Alors, on va essayer de raconter un petit peu cette séance, la première séance. Donc, raconte-nous un petit peu le passé de la petite. Ok. Du coup, donc, nous, on est venu consulter à la base donc pour un reflux, alors pas le simple reflux avec des petites régurgitations, un gros reflux qui, du coup, l'empêchait de dormir, empêchait la station allongée sur le dos, avec des glaires importantes. On va dire au niveau de l'alimentation, elle n'était pas très en demande, même au bout de 4 à 5 heures d'espacement du biberon. Et en plus, donc du coup, Naïs est née prématurément 2 mois à l'avance, ce qui fait que du coup, tout ce qui était système digestif, intestin et estomac était quand même assez immature. Déjà qu'à la base, un bébé, c'est quand même compliqué. Donc on est venu à la base consulter pour ça parce qu'on était assez désemparés. On a vu 2 pédiatres, mais en fait, les pédiatres à chaque fois traitaient un symptôme. Donc ils traitaient la régurgitation. En plus, elle était aussi constipée, ils traitaient la constipation. Mais en fait, ils ne traitaient pas ça de façon holistique et ils n'allaient pas forcément
chercher en gros la cause. Donc on est venu consulter, donc c'était la semaine dernière. Et ce qui est ressorti alors directement, qu'on avait peut-être un petit peu vu, mais on n'était pas assez, on va dire, dans l'analyse, peut-être aussi pour mettre un doigt sur ça, c'était que déjà Naïs était au niveau du haut très très sèche, donc du coup des glaires en fait bloquées et des liquides en fait circulaient pas. Donc la première en fait séance a été quand même basée sur ça. Je continue ou je dis toute la Ouais, séance ou je sais pas? ouais, c'est Ouais, pas mal, vas-y. ok. Donc du coup la première séance a été quand même basée sur les liquides en fait faire circuler vers le bas, donc notamment du coup qu'elle puisse éliminer un peu plus. Et donc ça c'était le vendredi. Donc déjà le lendemain on a vu une nette différence. Donc déjà au niveau du sommeil elle a dormi 8 heures d'affilée, chose qu'elle n'avait pas fait depuis je crois depuis les premiers jours en néonat. Au niveau des biberons, donc elle les a bu. Il n'y avait pas de douleur après les biberons. Ce qui a changé, c'était surtout aussi donc la quantité et l'aspect des selles. En fait, elle est passée à, on va dire, une selle tous les 24 voire 48 heures à 3 selles dans la journée, notamment juste après la séance. Et donc ça, c'était le lendemain. Et donc le surlendemain, on a commencé à voir au niveau donc de la voix un changement. Donc la voix était quand même moins rauque, plus hydratée. Et Naïs, au niveau du teint aussi, donc était quand même plus rosé, on va dire plus rempli. Au niveau sensation, quand on a palpé, en fait, on a senti plus moins vide et Dense, plus pleine. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais plus dense. ouais, voilà, plus dense. Même au niveau du poids. Enfin, je dis pas qu'elle avait pris du poids, mais en sensation, en tout cas, elle était plus dense. Alors, Et je te coupe un peu. Je reviens sur la séance. Alors, quand vous voyez la séance, au début du film, vous voyez, je touche une zone à droite sous les côtes pour tester, pour voir un petit peu comment va la partie du foie. Et puis, je touche l'autre côté et je dis, je ne sais pas si on entend dans le fil de la vidéo, mais je dis, quand on va toucher là, ça va faire très mal. Et à ce moment-là, je touche un peu et la petite, elle se met à pleurer. Alors j'ai coupé pour ne pas voir parce que ça fait mal au cœur de la voir pleurer comme ça. Elle hurle de douleur. Et la séance s'est pas bien passée du temps. Du moins, c'est pas bien passé. Elle était en cri. Pourquoi? Mais elle a un vécu médical qui est traumatisant. On n'est pas. Nous, on arrive derrière, on va faire un soin pour elle. Pour elle, tous ceux qui lui apportent du soin, bah, c'est pas cool, quoi. Alors, du coup, elle aime pas ça, quoi. Et à la fin de la séance, elle était plus calme. On le voit sur la fin de la vidéo, on voit comme elle était contente, déposée, tout ça. Mais regardez l'attitude qu'elle a quand elle était couchée au début de la séance. Vous la voyez, elle est tordue, elle est levée, elle était comme ça. Et puis à la fin de la séance, vous la voyez, elle est toute droite. Ça fait partie de l'observation. Si vous observez ça, vous allez commencer à comprendre qu'il y a des positions que l'enfant va prendre pour se protéger, pour protéger des régions de son corps. Donc on a fait ce petit traitement, on a travaillé en massant les doigts, en massant un petit peu la poitrine, on a regardé un petit peu, on a fait un bilan. J'ai demandé aux parents de refaire ça dans le week-end, hein, tout doucement, et puis voilà, je crois que c'est ça. Vas-y, Delphine, je te laisse la parole. ouais, bah, du coup, on l'a fait, je sais pas, 3 fois, on va dire, chaque jour dans le week-end, en fait, on a continué à faire. Ouais. À peu près, hein. Après, c'était aussi quand on sentait de le faire et qu'elle nous laissait le faire aussi, quoi. On a Bien sûr. fait et du coup, bah, là, donc ça fait 4 jours, elle va beaucoup mieux. Alors, on va pas dire que tout est parti, mais en tout cas, elle est beaucoup moins gênée. Elle s'alimente, au niveau des rations, elle prend beaucoup plus les biberons, du coup, elle augmente en ration. Et elle est beaucoup plus souriante aussi. Enfin voilà, elle est, au niveau du comportement, c'est déjà pas la même en fait que. Alors j'ai eu la chance de la voir ce matin. Ouais, elle était Ma plus souriante. première réaction, c'est de dire, oh, mais est-ce qu'elle est belle? Elle est belle parce qu'elle était rosée. Elle était, par rapport au teint gris qu'elle avait un petit peu, que je n'avais pas dit à Delphine au départ, mais elle avait un teint un peu gris, là, elle était rosée, elle était toute, voilà, elle était mignonne comme tout, et la séance s'est super bien passée. Elle était dans l'acceptation complète. Et on a fait Ouais. exactement les mêmes techniques, même plus, parce que j'ai utilisé des techniques où c'était un petit peu oppressant, mais c'était bon. En fait, elle a joué le jeu, elle était cool, elle était géniale, quoi. Voilà.
Donc, on va évoluer avec elle, il faut la surveiller, parce que très rapidement, ça peut aussi revenir en arrière. Hein. Il peut y avoir des choses qui vont entraver, ça fait partie un petit peu de sa fragilité du moment, mais en fonction, on va pouvoir l'aider et la sortir de ses premiers pas dans la vie qui sont un petit peu difficiles, quoi. Autre chose, vas-y Delphine. Non, non, voilà, bah, ce qui est pas évident, ouais, c'est ça, c'est de savoir un petit peu, moi, en tout cas, ce que je trouve compliqué des fois pour moi avec elle, c'est de savoir est-ce que je dois continuer à travailler plutôt ce point-là ou ce point-là. Enfin voilà, c'est le juste milieu. Voilà. En fait, là, elle est mieux, mais on sait que ça peut redevenir, on va dire, un peu moins bien demain ou après-demain. Et ben, en fait, c'est être alerte et surveiller en fait ce qui va changer pour orienter après le travail. Voilà, c'est pas évident. Alors, voilà, c'est en fait le but de vous faire comprendre que dans la baby-thérapie, vous êtes obligé de passer par ces phases-là. C'est-à-dire, il faut vraiment observer pour voir, tiens, ça se dérègle, ok, là, je vais traiter, je vais analyser, je vais traiter, et après, je vais évaluer mon traitement. Je vais dire, tiens, là, ça va mieux. Mais on voit, parce qu'après la fin de la séance, on voit qu'on appuie, dans la vidéo, on voit que très bien, je peux appuyer à droite, à gauche du ventre, elle ne dit plus rien. Donc, je vois que le traitement que j'ai réalisé était bénéfique. Bon, ça, c'est une bonne chose. C'est valider, en fait, mon travail. Maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est difficile, parce qu'il y a plein de paramètres. Il y a des paramètres du moment, il y a des paramètres familiaux, il y a des paramètres climatiques, il y a plein de choses qui peuvent intervenir et puis aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on verra au fur et à mesure comment les choses vont avancer. Mais si on reste dans l'instant présent et qu'à chaque instant, on reste dans cette intuition, cette notion d'intelligence, alors je vais appeler ça l'intelligence du cœur, c'est-à-dire cette intelligence où on est dans l'écoute sensorielle et que vous dites, ah ben non, là ça va, ok, ah ben là c'est mieux que tout à l'heure, ok, bon, ah là ça va pas, ah, à ce moment-là je vais intervenir. Mais vous n'avez pas besoin d'en faire plus et surtout pas d'anticiper à 2, 3, 4 jours, 5 jours. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que l'avenir est incertain et nous, on se fera mal et on va pas se développer. C'est-à-dire qu'on ne se développe dans notre compréhension thérapeutique que dans le travail de l'instant et du résultat qui devient l'objectivation de l'instant. C'est-à-dire que j'ai fini mon traitement, je suis dans le après, ah ben dans l'instant, je vois que j'ai fait du bon boulot. Ok. Après, je me détache et puis je laisse faire et puis je reprends l'instant et je vois. Et on travaille que l'instant. Et c'est parce qu'on ramène l'enfant dans une normalité de fonctionnement que lui, il va se dire, maintenant, c'est quand même plus cool de vivre comme ça. Il va mettre en place des choses pour rester dans cette fréquence de fonctionnement, dans cette modalité de fonctionnement. Et puis, il repartira plus à l'aise. Mais on ne peut pas préjuger du devenir. C'est pas possible. C'est trop compliqué. D'accord? Éventuellement, dans la stratégie, quand on est habitué, quand on a l'expérience, qu'on a déjà vécu 3, 4, 5 fois des pathologies, on sait qu'on peut s'orienter vers ça ou vers ça. Et c'est pour ça que des fois, je vous dis en traitement, attention, quand on fait ça, ben, soit on va avoir cette réaction-là, soit on va avoir cette réaction-là. Alors, en fonction, ben, si c'est ça, on fera ça, si c'est ça, on fera ça. Mais ça, c'est parce que j'ai mon savoir-faire. Mais presque, vous n'avez même pas besoin de le savoir, c'est le moment où vous serez dans la situation 1 ou la situation 2, vous vous dites, ah, bah, tiens, maintenant, il faut que je fasse ça. Voilà, on réajuste son traitement en fonction. Et on avance comme ça. Et on évolue comme ça. Et cette expérience de chaque traitement, elle va vous enrichir. Elle ne vous enrichira que quand vous allez valider votre travail. Vous rendez compte, vous avez fait du bon boulot, que ça marche bien, qu'elle a bien dormi après, qu'elle a éliminé. En plus, là, elle nous a éliminé la première séance, tout de suite après la séance. Hein, elle nous a fait un bronze d'enfer et dit ok. Et puis ça, c'était bien, ça embaumait tout le cabinet, c'était génial. Mais voilà, on sent que ça fonctionne. Bah, à ce moment-là, on dit ça y est, elle a réagi, on l'a aidé, on l'a débloqué quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais, la matière, elle se bloque, c'est ce qui crée la maladie.
Il ne faut pas qu'elle se bloque. Et le fait d'avoir retiré de la matière, parce qu'elle a éliminé comme ça, eh ben, ça redonne du vide, ça donne la possibilité de bouger dans son corps. Elle va transformer. Et du coup, l'estomac, il peut redescendre la matière vers le bas. Et ça va fonctionner. Donc là, c'est bénéfique. Maintenant, c'est pas d'hier. Ça fait combien de temps, Delphine, qu'elle est comme ça? Euh, Ça fait, je sais pas, ça doit faire, on va dire bien au début, c'était des petites régurgitations, mais bien que ça s'est installé, ça doit faire 2 mois et demi, 3 mois quasiment. Vous imaginez? Ça fait que pendant 2 mois et demi, 3 mois, la petite a eu du mal à assimiler tout ce qu'elle avait à manger, quoi. C'est comme si on forçait le système. Donc là, ça y est, elle va commencer à se nourrir et on le voit que la première séance à aujourd'hui, elle a commencé à se remplir. Et l'observation de toucher ses cuisses, c'était plus dense, c'était plus agréable. Et là, ça y est, elle se renourrit, elle va se transformer, elle va s'épanouir. Ça y est, le train est en route, elle est montée dans le train et ça va aller, ça va fonctionner. Et à nous maintenant de le gérer au fur et à mesure pour pas que ça régresse. D'accord? Et rattraper, pas dire le temps perdu, mais de reprendre le train en marche et pour que ça fonctionne au mieux. Voilà. Et les techniques, elles sont pas difficiles. Les techniques sont très simples. Et elles sont pas longues. Parce qu'un traitement, ça dure quoi? 10 minutes, pas plus, hein, en gros. C'est ça, Delphine? Ouais, oui, ouais, bah oui, c'est ça. Enfin, même, je dirais ouais, mais bon. Même moi, Ouais, hein. non, c'est rapide, hein. C'est rapide, voilà. Voilà. Donc voilà, donc le fait de pratiquer comme ça, on observe, on analyse, on met en route le système et on valide. Bah, du coup, vous créez une sécurité, une sécurisation de votre modalité de fonctionnement. Vous vous levez le doute. Vous savez faire. Vous l'avez fait une fois, vous le ferez 2 fois. Et la troisième fois sera encore mieux. Et c'est ça qu'il faut développer. Et après, on ne pourra plus rien vous dire parce que vous savez faire. Et le savoir-faire, il ne restera que par ça. Et maintenant, si je dis à Delphine, même au téléphone, je dis bah, tu travailles ça, 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 elle le fera. Et elle le validera, elle le fera une fois, 2 fois, et puis c'est bon. Et les autres moments qui me suivent, là on avait Rose qui nous en parlait la dernière fois, ces filles, elles le savent, elles font. Elles ont compris, et elles font, et elles répètent les gestes. Elles se disent l'habitude. Parce que justement, on a levé le doute, et surtout la crainte et le regard de l'autre. D'accord? Il faut se protéger de ça. Faites-vous l'expérience, allez-y doucement, on planifie, il faut être méthodique et puis les choses se mettent en place. Il y a une question de Vanessa. Comment les massages ont-ils contribué à la diminution du reflux? Alors, en fait, si on veut résumer le corps, le corps, il a besoin de fonctions, en fait, 4 grosses fonctions. Première fonction, il y a des choses qui doivent rentrer, descendre et partir vers le bas. Et puis, il y a des choses qui sont en bas qui doivent remonter vers le haut. Donc, il y a déjà des choses qui descendent et qui montent. Et puis, il y a des choses qui sont de l'extérieur qui vont rentrer au centre. Et puis, il y a des choses du centre qui doivent aller vers l'extérieur. Voilà. En fait, ces 4 grandes fonctions, je vous résume toute la médecine. L'objectif, c'est, on sent que l'assimilation ne se fait pas. C'est-à-dire, déjà, de faire descendre, il y a des reflux, mais ça ne se fait pas, ça bloque, et ça va rester vers le haut. Ok. Si ça reste vers le haut, il va falloir que j'utilise des systèmes, des clés qui vont favoriser la descente. Et une fois que je fais ça, ça repart vers le bas. Et du coup, je réamorce en fait le mouvement. Et on va avoir des techniques, réflexes, mais on en parlera dans 2 visios. Je vous expliquerai un petit peu les techniques. Mais voilà, on a les outils qui nous permettent de restaurer ça. Et avec des analyses plus précises, plus fines en fonction de qui on veut solliciter, comment on veut solliciter. Voilà. Et on va raisonner simplement, comme ça. Ça rentre, ça descend, ça rentre pas, ça sort. Les vomissements, c'est des choses qui sortent de l'intérieur, qui vont vers l'extérieur. Ça, il faut calmer, il faut éviter. Voilà. Il y a des choses à apprendre quand même, c'est certain. Mais c'est rudimentaire, c'est simple. C'est simple. Voilà. D'autres, j'ai répondu, Vanessa?
Oui. Bon. Ben écoutez, il est déjà 22h03. Je vous propose qu'on aille se coucher, hein, peut-être le moment. Hein, la journée a été longue pour tout le monde. On se retrouve jeudi soir. Jeudi soir, on va parler de la stratégie. Parce que c'est bien d'être un peu stratège. On peut comprendre et peut-être qu'on reparlera un petit peu du cas de Naïs et pour voir la stratégie qu'on a mis en place pour pouvoir faire les choses et comment l'aider encore un peu plus. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à toute l'équipe, à tout le monde. Observez, commencez à observer, analyser, observer, et puis les choses viendront progressivement. Voilà. À bientôt.